au jour où le président Coty est conduit à sa dernière demeure, le pays joint l'hommage de ses profonds regrets et de sa vive estime au chagrin qui étreint la famille du disparu et à l'affliction de la grande ville du Havre. Telles étaient les premières paroles prononcées par le général de Gaulle devant les plus hautes personnalités de l'État et une foule énorme rassemblée place de l'Hôtel de Ville. Après le défilé des troupes, terre, marine et air, le cortège funèbre a gagné la petite église Saint-Vincent cependant que la foule s'était massée tout le long du parcours. La présence du chef de l'État aux obsèques du président Coty a été l'expression d'un hommage solennel de la France tout entière. Et une foule anonyme, silencieuse, une foule de gens simples tels que les aimait le président Coty, se pressait entre l'église et le cimetière Sainte-Marie, cachant mal son émotion. Président René Coty, avait conclu le chef de l'État, pour toujours votre sommeil est celui du juste, et le respect du peuple français entoure votre mémoire. À Brazzaville, le président Fulbert Youlou a ouvert les fêtes de l'indépendance de la République du Congo le plus traditionnellement du monde par une remise de décorations. Il devait assister ensuite au défilé des troupes, sans lequel il n'y a pas de véritable fête nationale. Ainsi, après 2 ans d'indépendance, le Congo offre l'image d'un jeune pays africain qui poursuit sans heurte son évolution. C'est ce qu'a pu constater le colonel Mobutu venu en voisin de Léopoldville. De l'armée du salut aux enfants des écoles, le pittoresque bien sûr n'a pas manqué à ce défilé qui alignait derrière l'armée les délégations de toutes les formations syndicales, sportives et folkloriques. Brazzaville, dans le même temps, vivait l'expérience moderne de la télévision. Installé dans des bâtiments provisoires, l'émetteur de Télécongo a fonctionné pour la première fois avec l'aide des techniciens français de l'Office de coopération radiophonique. Speakerine, speaker, tout était en place. Le président Fulbert Youlou a inauguré les émissions en prononçant une allocution où il a souligné la part de la télévision dans la diffusion des idées et des techniques. Et devant les premiers postes installés dans la ville, la population de Brazzaville a manifesté une joyeuse curiosité pour le petit écran. Signe des temps nouveaux, un poste de télévision présidait le bal donné au palais présidentiel au soir des fêtes de l'indépendance. Au palais d'Apeldoorn vient de s'éteindre celle qui régna 58 ans sur la Hollande. Reine à 10 ans, Wilhelmine n'avait véritablement commencé son règne qu'en 1898, au jour de son couronnement. La petite histoire nous la montre patinant avec sa fille Juliana. La belle époque aimait le patin à glace. Reine, et seule reine en Europe après la mort de Victoria, Wilhelmine eut une très haute idée de sa mission, ce qui ne l'empêcha pas de l'accomplir avec une constante bonne humeur à la plus grande satisfaction de ses sujets. 1940 la trouva indomptable. De tous les rois en exil, c'est l'homme le plus courageux, dira Churchill de Wilhelmine exilée avec Juliana. Et son retour dans une Hollande terriblement meurtrie fut un triomphal hommage à la noble attitude qu'elle avait adoptée. Le peuple hollandais avait revu avec émotion sa reine passer en revue avec sa simplicité de toujours les troupes victorieuses. En 1948, Wilhelmine avait annoncé son abdication en faveur de sa fille Juliana. En ik acht mij gelukkig met u allen te kunnen uitroepen, levend onze Holland! Hoera! 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 Depuis lors, on la revit rarement en public. Elle s'y montra essentiellement pour retrouver les anciens combattants et ceux qui avaient bien mérité de son pays.
Avec le souvenir de la reine Wilhelmine, morte à 82 ans au palais d'Apeldoorn, c'est aussi un demi-siècle d'histoire que la Hollande évoque aujourd'hui. À Londres, livreurs et pâtissiers se sont succédés à la porte de la demeure de Hyde Park Gate qu'habite un autre héros du demi-siècle, Winston Churchill. Lady Churchill a recueilli pour lui les fleurs qu'on ne manque jamais chaque année de lui apporter. Winston Churchill, dont la carrière commença avec le siècle, vient de fêter ses 88 ans. À Londres, le ministre de l'Air britannique et l'ambassadeur de France ont signé l'accord qui doit aboutir en 1970 à la mise en service de l'appareil supersonique franco-anglais Concorde, dérivé de Caravelle. Les constructeurs britanniques auront plus spécialement la charge des réacteurs. 4 Bristol Siddeley Olympus 593, d'une poussée de 13 tonnes chacun. Quant à la France, elle a fourni les plans de cet appareil à aile Delta, dont la version long courrier transportera 90 passagers de Paris à New York en 3 heures, battant le soleil dans sa course. Départ midi, arrivée 9 h du matin. Les récentes expériences nucléaires souterraines du Nevada ont ouvert de nouveaux horizons. On envisage d'utiliser une succession de semblables cratères 400 mètres de diamètre pour creuser des canaux géants. Par ailleurs, ces explosions réalisées à plus de 200 mètres sous terre ne laissent pas de résidus radioactifs dangereux. Les médecins israéliens ont mis au point un dispositif léger et mobile qui permet d'étudier les réactions du cœur humain sur les lieux mêmes du travail. Ce dispositif est utilisé ici dans les zones arides du désert du Negev, où les conditions de travail sont particulièrement pénibles. L'intérêt de ces appareils est de transmettre par radio à un poste d'enregistrement central tous les renseignements concernant la santé d'hommes en pleine activité. Les bandes d'enregistrement sont conservées et restituent à la demande du savant toutes les caractéristiques à étudier. Elles permettent aux médecins d'établir un diagnostic précis sur le comportement des individus appelés à travailler dans des lieux exceptionnels auxquels certains risqueraient d'être incapables de s'adapter. Quand on a 18 ans, qu'on est charmante, qu'on a une famille préoccupée de l'avenir, on peut songer aujourd'hui à débuter dans le monde. Il n'est pas sans intérêt que l'on s'adonne au dessin, qu'on prépare les beaux-arts sous l'autorité d'un maître réputé. Le yoga est également une discipline bien portée. Il a, entre autres avantages, celui d'éviter que la tête ne tourne, ce qui est bien entendu un danger permanent. Il n'est pas mauvais non plus de nourrir une passion égale pour Brahms et pour Johnny Hallyday. Se prénommer Marie-Christine est bien, Guylaine ou Bénédicte est mieux. Toutes ces conditions remplies, on peut choisir sa robe de bal. Viennent les essayages, essayer, essayer, essayer. On apprendra encore la révérence indispensable aux débutantes et on recommencera sans se rebuter. On devra également s'abandonner à ceux qui ont la charge et le secret de la beauté. Nous voulons parler des maîtres coiffeurs et aussi de ces bourreaux de pieds charmants et de mains blanches, les pédicures et manucures hautement qualifiés. Ainsi parée, on est la débutante. Autrement dit, l'une des 400 jeunes filles que la haute couture, la haute coiffure, la joaillerie et tout le commerce parisien de luxe ont choisi comme ambassadrice au Théâtre National de l'Opéra. Il a fallu 2 heures pour permettre à toutes les compagnes de Marie-Christine d'être présentées à ce tout Paris que rien n'étonne. 2 heures, c'est bien long. Mais elles contenaient tout de même, pour chacune, cette demi-minute de gloire. Et puis, à minuit, on eut quand même la permission de danser. La valse, d'abord, il faut respecter ses classiques. Et puis enfin le twist de la liberté.
c'est ainsi que 400 débutantes ont vécu à l'opéra une soirée inoubliable et que les parents n'ont pas fini d'en parler. L'élection à l'unanimité de M. Tante au poste de secrétaire général permanent des Nations Unies aura surpris et soulagé à la fois. L'Union soviétique abandonnait ainsi son projet antérieur de Troïka, et du même coup, cette élection qui consacrait le rôle de médiateur de M. Tante dans l'affaire de Cuba est apparue comme un signe de détente entre l'Est et l'Ouest. Que le maréchal Tito ait décidé de passer ses vacances en Union soviétique et que M. Khrouchtchev soit venu l'accueillir, lui et son épouse, au milieu de tous les honneurs, est aussi le signe d'une autre détente. Après une brouille de 6 ans, la glace semble bien rompue entre Moscou et Belgrade. À noter que ce geste de M. Khrouchtchev s'est produit au moment même où le maréchal Tito était l'objet de violentes critiques de la Chine. Devant des milliers de Hollandais venus de toutes les régions du pays, les funérailles solennelles de la princesse Wilhelmine se sont déroulées à Delft. La princesse Wilhelmine avait insisté pour que tout se passe le plus simplement possible. La reine Juliana et les princesses étaient en blanc, et le roi Baudouin et la reine Fabiola cachaient mal leur émotion. Toute une nation pleurait en rendant un dernier hommage à cette reine qui, aux heures les plus sombres de l'histoire des Pays-Bas, avait soutenu son peuple avec un courage simple et une foi inébranlable. Devant les 2000 pères conciliaires réunis à Saint-Pierre de Rome, Jean XXIII a clos la première session du concile écuménique. Le travail ne s'arrêtera pas, a déclaré le pape. Une tâche d'une grande importance nous attend encore. Rome retrouvera en effet les pères venus des 4 coins du monde en septembre 1963. En France, l'installation de la 2e Assemblée de la 5e République a ranimé les travées de l'hémicycle du Palais Bourbon. Les députés devaient entendre le discours du chanoine Kir que ses 87 ans désignaient pour ouvrir la séance, rôle traditionnellement réservé aux doyens d'âge. La réélection au fauteuil de président de M. Chaban-Delmas ne faisait de doute pour personne. Mais les 287 suffrages qui allaient se porter sur son nom devaient permettre d'évaluer la majorité gouvernementale. Le lendemain devait apporter l'image du nouveau gouvernement réuni pour un premier conseil des ministres autour du général de Gaulle. Une image assez peu différente de celle du précédent, puisque le ministère Pompidou n'a subi que quelques remaniements et ne comprend que 3 nouveaux venus. À Tours, 8e journée internationale du film de court-métrage. Au programme, 100 films de 21 nations. Le grand prix que devait remettre M. Michel Fauré-Cormeret, directeur du Centre du cinéma, est allé au réalisateur polonais Roman Polanski pour son film Les Mammifères. Pierre Latte, ses toiles disent assez, c'est un coin de Provence. Bien que proche de la Nationale 7, on aurait pu croire cette cité vouée à sommeiller à l'ombre de son clocher, avec ses petites rues et son unique facteur. Or, voici qu'il y a 4 ans, le commissariat à l'énergie atomique choisit Pierre Latte pour y installer son usine de séparation des isotopes. 70 cars franchissent aujourd'hui chaque jour le contrôle sévère de l'usine atomique pour y amener 3000 ouvriers. Ils seront 5 ou 6 000 en 1967. Réaction en chaîne, si l'on peut dire, des entreprises satellites s'édifient dans le voisinage. Si bien que le maire de Pierre Latte s'apprête à compter dans 5 ans 20 000 administrés alors qu'il n'en avait que 3 448 en 1954. Dès à présent, la vie du chef-lieu de canton de la Drôme en est bouleversée. Les banques ont déjà pris position. Partout, les boutiques ont rajeuni ou sont en train de le faire. Tandis qu'on apprécie déjà les plaisirs des grandes villes. Sens unique, stationnement réglementé, etc., etc.
L'ancienne poste s'est doublée d'un bâtiment provisoire où les demoiselles du téléphone affrontent maintenant un standard de l'importance de celui d'une ville comme Montélimar. Quant au facteur, on l'a multiplié par 5 et personne ne chôme. C'est que le paysage a sensiblement changé. Des immeubles de 15 étages y ont poussé comme des champignons et ce n'est pas fini. L'usine atomique a changé le destin de Pierre Latte, mais Pierre Latte est plus qu'un exemple. C'est l'image même d'un État qui se veut moderne en édifiant aujourd'hui sa propre industrie atomique. Un anniversaire vient de passer inaperçu, le centenaire du chapeau melon. Il est vrai qu'on ne le porte plus guère aujourd'hui sur les Champs-Élysées, et quand on le porte... Pourtant, lorsqu'il y a 100 ans, un chapelier londonien eut confectionné pour un gentleman farmer du nom de William Koch, le couvre-chef inédit, le monde entier l'adopta d'enthousiasme. Du moins le monde portant moustache. Il faut avouer que le melon apportait ce je ne sais quoi qui manquait encore pour faire d'un homme ordinaire le conquérant sûr de lui. Les premiers chasseurs d'images le coiffèrent. Il fut de tous les duels célèbres. La foule l'arbora comme le signe visible de sa bonne conscience, et l'on ne vit jamais sans doute hommage si bien rendu. À l'exemple de Clémenceau, les hommes politiques l'adoptèrent. Avec Aristide Briand, il présida ainsi aux destinées de la France comme un symbole rassurant. Il devint même si banal qu'une certaine police le portait pour passer inaperçu. Et puis, il arriva ce qui devait arriver. Les foules versatiles le renièrent. Pour le chapeau mou d'abord, pour les têtes nues ensuite. C'était dans la fin? Non, pourtant. Il resta fidèlement révéré sur les champs de course. De lointaines expéditions lancées vers un Pérou inconnu le trouvèrent au détour du chemin sur des têtes de femmes. Les frères Jacques l'inclurent dans leur silhouette. Et voici qu'aujourd'hui, la mode y revient. Mais cette fois, ce sont les femmes qui s'en sont emparées. Né voici 100 ans, le chapeau melon vient de retrouver ainsi un regain de gloire. Mais que durera-t-il? Le temps d'un caprice, sans doute. Si les bijoux sont de tous les temps, Vulcain déjà travaillait pour les dieux, chaque époque a eu son style. Dans son atelier parisien, Jean-Claude Champagnat est un des créateurs d'aujourd'hui qu'il faut placer à la pointe de l'avant-garde. Entre ses mains naissent non des bijoux fantaisie, mais des bijoux qui ont à n'en pas douter une fantaisie folle. On ne s'étonnera pas de les voir passer tour à tour du figuratif à l'abstrait. Feuille d'or ciselée, grenat, c'est une bague qui s'inspire prosaïquement du fruit du mûrier. L'Agni étoilé a inspiré cette architecture d'or et de corail. Fleurs d'émeraude sur fond or. Laque blanche, or et rubis, une bague russe née à Paris. Mais ce n'est pas tout. On peut dire que l'œuvre de Jean-Claude Champagnat tient à la fois de l'art floral issu de l'école de Nancy et des mobiles de Calder. Des bagues vertigineuses en somme, et dont certaines mettront à votre doigt, mesdames, la marque de notre temps, atomique et spatiale. Devant les Bordelais, les footballeurs rémois, culottes noires, maillots à manches blanches, ont subi une nouvelle défaite. À quoi bon bien jouer au football? À quoi bon être la meilleure équipe française si on ne gagne pas de match? On domine en pure perte et on se fait marquer un but sur contre-attaque. Voilà qui est fait. Monsieur Coppa, numéro 9, a beau se multiplier, varier les changements de rythme, appeler Akesby du geste pour lui donner un ballon en or, ça ne va plus pour Reims. Il est vrai que les Bordelais ont une tactique bien à eux, ils se replient sur leur coquille. Et de temps à autre, c'est la contre-attaque, sèche, rapide, incisive comme un trait. C'est comme cela que les Bordelais marquent des buts. Les Rémois qui s'accommodent mal de cette manière ne savent pas trouver la parade. En voici une nouvelle preuve. 3-0 pour Bordeaux.
C'est décourageant pour les Rémois qui cependant vont déborder la défense bordelaise. La classe, ça finit toujours par payer. Mais un but rémois contre 3 buts bordelais, en langage clair, cela veut dire défaite. Au palais de l'Élysée, l'arbre de Noël a poussé un peu en avance. Mêlés aux enfants des collaborateurs de la présidence, 200 élèves méritants des écoles de Paris ont été les hôtes ravis de Madame de Gaulle et du chef de l'État, qui a abandonné quelques instants les soucis de sa charge pour jouer les Pères Noël. Devant un auditoire spécialisé, M. Pisani, ministre de l'Agriculture, a commenté les chances qu'offre aux cultivateurs français l'entrée en vigueur du marché commun agricole. Problème à l'ordre du jour pour les différents gouvernements européens. Le marché commun a bien entendu alimenté la conversation du dernier week-end franco-anglais qui a réuni à Rambouillet M. Macmillan et le général de Gaulle. Mais il fut aussi beaucoup question de la défense occidentale qui faisait précisément l'objet de la session parisienne du Conseil atlantique. Le général Norstadt, qui quitte le commandement suprême à la fin de l'année, et M. Dean Rusk auront eu la satisfaction d'y voir leur conseil suivi, puisque les ministres des 15 ont, d'un commun accord, jugé nécessaire d'accroître l'efficacité des forces classiques de l'Alliance. C'est là le point essentiel d'un communiqué optimiste. Précisément, ces forces classiques, celles du moins de la France et de l'Angleterre, venaient de se produire sur le terrain. L'opération Cross Channel, qui s'est déroulée dans le sud-ouest de la France, a mis à contribution des hélicoptères britanniques et français, Nord 2501 et Hastings, dans une opération destinée à traduire l'aptitude des unités à entrer en action loin de leur base de départ. Ce qui fut fait à la plus grande satisfaction, précise-t-on, des observateurs. Il reste que la France comme l'Angleterre n'ont pas renoncé à leur force de frappe nucléaire. La Royal Navy vient pour sa part de procéder aux essais du premier sous-marin atomique Made in England. Pour l'instant, seule la propulsion est nucléaire, mais il est probable que l'armement suivra. Lauréate 1962 du prix Suzanne Bianchetti, Corinne Marchand est la 20e étoile naissante que les auteurs de films ont choisi de couronner. Et leur président, chargé du discours d'usage, a eu une bien agréable tâche à remplir. C'est une tâche plus austère que s'étaient fixés les juristes réunis à Paris par le colloque de droit cinématographique. Mettre à l'heure du marché commun le cinéma des différents pays d'Europe qui totalise 2 milliards de spectateurs par an. Quant à Paul-Émile Victor, grand spécialiste du Groenland, il s'est fixé pour tâche d'apporter l'air du pôle sur les Champs-Élysées. Un certain air de pôle tout au moins. Moyennant quoi le drugstore s'est mué en campement d'explorateurs du Grand Nord. N'y a-t-il pas que l'illusion qui compte? Voici de nouveau Noël. Noël qui donne aux plus majestueuses cathédrales comme aux églises les plus humbles leurs voix les plus joyeuses. D'un bout de la chrétienté à l'autre, cette nuit-là, des dizaines de milliers de cloches égrèneront leur chant d'allégresse. Dans la tour sud de Notre-Dame de Paris, le célèbre bourdon sera exceptionnellement sonné à la volée. Cette maîtresse cloche de 13 tonnes qui porte le nom d'Emmanuel a rythmé les grandes heures de la capitale. À la fin du siècle dernier, a retenti pour la première fois au Sacré-Cœur la voix d'une des plus grosses cloches connues, celle de la Savoyarde, 19 tonnes. Les vieux Parisiens n'ont pas oublié sa traversée de Paris sur un char tiré par 28 chevaux entre 2 haies de flambeaux et 200 000 personnes. Depuis 13 siècles, les cloches ont été si intimement mêlées aux grands moments de la vie des hommes qu'elles ont le rare privilège de se voir conférer le baptême, qu'elles ont une personnalité propre, une naissance, une vie et une mort.
Et un destin étrange les fait souvent finir au lieu même où elles sont nées. Les fonderies de cloches ont presque toutes disparu. L'une d'elles subsiste encore en Normandie, à l'endroit même où elle fut créée en 1150 par l'ordre des Templiers. Rien n'a changé ici. Dans ces moules, dont quelques-uns datent du Moyen-Âge, sont coulées dans toutes les langues les inscriptions qui accompagneront les cloches dans tous les pays du monde. Comme au Moyen-Âge, on attend les vents favorables. Le tirage est bon, le four est allumé. Pour éviter qu'il n'éclate sous la pression du métal en fusion, les moules sont enterrés dans une fosse et la terre soigneusement tassée. La température atteint 1400 degrés. Au dernier instant, on ajoute l'étain. Sur un signe du maître fondeur, le métal coule à flot. Les habitants du voisinage ne manquent jamais de venir assister à cette coulée. Comme autrefois les rois, les cloches naissent toujours en public. L'air sent le soufre et la glaise calcinée. Dans quelques jours naîtra une cloche terne et rugueuse, laide comme un nouveau-né avant la toilette. Mais demain, dans la nuit de Noël, sa voix sera pure, joyeuse lorsque sonneront les 12 coups de minuit. Mais dans le même temps où elle appellera leurs parents à la messe, la voix des cloches d'une église campagnarde réveillera dans leur lit les petits-enfants du bourg. Pour eux, comme pour des millions d'enfants, ce sera le signal secret du grand émerveillement. Car la nuit de Noël, ce sera toujours cela. Le son joyeux d'une cloche, une bûche qui brûle, un sapin illuminé, et tout autour les visages radieux des enfants éblouis. Les chanteurs de Saint-Eustache ont beaucoup fait pour le renom de cette église parisienne connue dans le monde entier. Et c'est de loin qu'on est venu entendre le concert qu'ils viennent de consacrer à l'œuvre de Handel sous la direction du père Martin. Ces chanteurs sont les continuateurs d'une grande tradition. Car si Saint-Eustache est considérée comme l'une des plus belles églises de Paris, elle est également chère aux amateurs de musique. L'Ulysse Maria, on y célébra les obsèques de Rameau et de la mère de Mozart. Berlioz y révéla son Te Deum, Liszt y joua sa messe de grand. À son arrivée à New York, les photographes n'ont pu admirer qu'une de ses reproductions, la Joconde ne devant pas quitter, comme on sait, sa caisse d'aluminium. Jamais passagère venue du vieux continent n'aura été entourée d'autant d'attention jalouse que Mona Lisa. On avait prévu un camion blindé et climatisé, escorté par 50 policiers. On prétend, il est vrai, que la toile de Léonard de Vinci vaut plus que le paquebot France qui l'a transportée, ce qui force le respect.
La crise qu'a vécue le Sénégal n'a duré que 48 heures. La tentative du président du Conseil, Mamadou Dia, d'imposer sa volonté à l'Assemblée régulièrement élue a échoué. Quelques heures après son investissement, l'Assemblée nationale était dégagée par les troupes fidèles au président Senghor. D'autre part, les installations de la radio avaient vu les adversaires tour à tour maîtres du micro. Mais malgré les interventions de différentes troupes, personne ne parvenait à achever son appel au peuple. Le lendemain matin, M. Dia regagnait sa villa. Il avait beau haranguer quelques partisans, les jeux étaient faits, car le peuple sénégalais était resté fidèle au président de la République, Léopold Sédar Senghor. Les représentants de la nation ont été expulsés de leur lieu de réunion, et plusieurs ont été arrêtés, déclarait le président Senghor. J'ai réquisitionné les forces militaires, car le dernier mot doit rester à la loi. Les Sénégalais avaient pris conscience des dangers provoqués par l'entreprise de subversion. En envahissant l'Assemblée nationale, ils entendaient protéger leurs députés. Et en acclamant Maître Lamine Gueye, président de l'Assemblée, ils confirmaient leur attachement au président Senghor. En 48 heures, le Sénégal a achevé sa révolution. Tentative de coup d'État, épuration et réforme tendant au régime présidentiel. Et pourtant, pendant ces événements, à l'ombre des clochers des églises ultramodernes de la capitale du Sénégal, les préparatifs de Noël ont suivi leur cours tranquille. Et les voûtes toutes blanches ont retenti des chants traditionnels curieusement rythmés par les voix enfantines. Lancé au mois d'août, Mariner 2 a donc accompli la mission fixée par les techniciens américains. Il a transmis toute une série d'observations faites à 30 000 km de Vénus. Renseignement précieux puisque l'homme n'est pas prêt sans doute d'y aller voir lui-même. Par contre, le voyage pour la Lune semble imminent. Sera-ce pour 1963 ? Ce n'est pas anticipé beaucoup en tout cas que de vous convier dès aujourd'hui au voyage sur notre satellite. Confort d'abord, vous aurez pris la précaution de retenir une fusée couchette. Et par une belle nuit terrestre, vous aurez commencé de la façon la plus classique qui soit cette petite excursion de 384 000 km, imagée d'après les dernières observations astronomiques. Au petit déjeuner, vous découvrirez par le hublot des cratères désolés. L'apparition des grands cirques lunaires vous apprendra que le terme du voyage est proche. Avant d'allunir, votre pilote s'installera sur orbite tourisme pour vous permettre de voir se dérouler sous vos yeux cette mer des pluies dont la particularité est d'être d'une aridité totale. Devant vous se dressera la grande chaîne des Apennins lunaires, haute montagne dont certains sommets culminent à plus de 8000 mètres. Et tout à coup, vous serez en face du mur droit, sorte de falaise haute de 800 mètres qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Enfin, sur les plaines poussiéreuses, vous verrez briller le fameux clair de terre. Paris compte 61 clubs différents, du club des chauves au club des fumeuses de pipe ou au club des timides. Le club des solitaires, lui, a cette particularité qu'on s'y écrase. Un sage n'a-t-il pas dit « c'est au milieu de la foule qu'on se sent seul ». Quoi qu'il en soit, 6 solitaires, triés sur le volet, rêvaient du titre envié, semble-t-il, de Miss Solitude. Pourquoi ? Elles l'ont dit nettement. En me présentant à cette élection, de trouver peut-être un jeune homme qui ferait mon bonheur. Et l'heureuse élue, qu'en pense-t-elle ? Pourquoi étiez-vous candidate au titre de Miss Solitude ? Pourquoi être Miss Solitude ? Eh bien, pour faciliter les relations et connaître des gens. Pour voir du monde. Exactement. Et est-ce que vous pensez que votre programme est en bonne voie ? Oui, je le pense. Le programme de Miss Solitude, en effet, nous parut en bonne voie, en très bonne voie même. Qui donc a dit « l'homme n'est pas fait pour vivre seul ». Les solitaires non plus.
faut dire que les nuits de Paris ne manquent pas de pôle d'attraction en cette fin d'année pour fasciner ceux qui songent à jouer les noctambules. Le Lido, pour sa part, a offert à M. Roger Frey, à Michel Morgan, à Jean-Claude Brialy, la nouvelle revue de Pierre-Louis Guérin, une personnalité au mètre carré. Cary Grant et Mel Ferrer en vedette américaine et un brillant spectacle sur la scène.